Bien. Bonjour, merci de nous accueillir. Donc nous, effectivement, avec Olivier, notre truc, on va dire, c'est la santé psychologique au travail. C'est comment est-ce qu'on arrive à développer, à réunir les conditions, les ingrédients, pour que les personnes puissent travailler dans un environnement qui soit sain en matière de santé psychologique au travail et soient en capacité d'émettre un certain nombre de comportements de santé. Et donc, quand on parle de santé psychologique, le thème des attentes et de la satisfaction des attentes est un thème très important, puisqu'on sait très bien que aujourd'hui, et Laurent Roas notamment l'a rappelé, les Français projettent un certain nombre d'attentes, des attentes fortes sur leur travail, et la non-satisfaction de ces attentes peut être une source de difficulté, voire une source de souffrance. Au contraire, la satisfaction des attentes est vraiment un facteur de santé. Et dans les deux premières interventions, il y avait vraiment un effet miroir qui était assez saisissant. Et on voyait un petit peu, si on commence par Laurent Garnier, on voyait d'un côté un client comme ça qui était d'un côté de la relation, avec des attentes fortes en termes de transparence, en termes de confiance, en termes d'humanisation de la relation, en termes de reconnaissance de sa personne et de son problème. Et puis, on imagine fort bien ce client ne voyant pas ses attentes satisfaites, mettons-nous à sa place, pouvoir développer des attitudes, des comportements qui peuvent être un petit peu agressifs, qui peuvent être un petit peu agacés, qui peuvent être un petit peu irrités. Et puis, de l'autre côté de la relation, on a le salarié qui lui aussi développe des attentes, qui sont des attentes en termes de capacité à s'exprimer dans son travail, de capacité à s'accomplir, de capacité à pouvoir développer des relations positives et des relations saines dans le cadre de son travail. Et puis lui non plus n'a pas systématiquement la satisfaction de ses attentes. Et ce que Laurent Roy cette fois-ci nous disait, c'est que lorsque ces salariés ne voient pas ses attentes satisfaites, une des conséquences, ça va être que le salarié va se mettre dans une posture de retrait qui ne va pas non plus forcément être bien perçue de la part de l'autre côté de l'interaction. Ce qui fait que quand on dit comment est-ce qu'on peut être dans la symétrie des attentes et comment est-ce qu'on peut consacrer autant d'attention aux attentes de l'un qu'aux attentes de l'autre, en réalité, ce qu'il faut, peut-être une solution pour réussir à faire ça, c'est pas s'intéresser séparément aux attentes de l'un et aux attentes de l'autre, mais plutôt travailler sur la qualité de cette relation-là, sur la qualité de la relation entre le client et le salarié, puisque ressortait, en tout cas de notre point de vue, ressortait des interventions de ce matin, le fait qu'une des solutions, en tout cas dans la satisfaction mutuelle de ces attentes, c'est bien de travailler sur cette relation entre le salarié et le client. Alors, en matière de satisfaction, ou en tout cas de qualité de la relation, dans les entreprises, ce qui a été fait beaucoup jusqu'à présent, c'est plutôt de travailler sur la qualité de la relation entre le salarié et le manager. C'est quelque chose que les entreprises ont beaucoup fait jusqu'à présent, en considérant à juste titre que la satisfaction vis-à-vis de la qualité de la relation entre manager et salarié était un déterminant très important de la santé psychologique au travail, puisqu'on part de beaucoup de constats de vécu difficile de la relation managériale dans les entreprises. Et donc, les entreprises, et puis parfois les experts qui les ont accompagnés, sont partis d'un premier constat sur la qualité de la relation entre manager et salarié, c'est que pour se sentir à l'aise dans une relation, il faut avoir la capacité de s'exprimer. Il faut avoir la capacité de dire non, il faut avoir la capacité de faire une demande, il faut avoir la capacité d'émettre une critique, il faut avoir la capacité d'en recevoir, il faut avoir la capacité d'émettre un compliment, d'en recevoir. Bref, il faut avoir la capacité de s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas toujours évidents. Et lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas toujours évidents, il y a quand même des techniques qui ont déjà été développées, à l'origine, qui ont plutôt été développées dans le contexte de la psychologie clinique et notamment des thérapies cognitives et comportementales. Et c'est tout un corpus de techniques qui s'appelle les techniques d'affirmation de soi. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans les entreprises, c'est de développer, dans un premier temps, en tout cas dans la relation entre manager et salarié, des échanges qui sont des échanges affirmés. Le principe de l'affirmation de soi, c'est un mode de relation qui vise un équilibre dans la valeur accordée entre les différents acteurs d'une interaction. Quand on cherche des échanges affirmés, on cherche à considérer que moi, en tant qu'acteur de la relation, mes besoins, mes émotions, mes envies, mes contraintes sont importantes, mais que celles de mon interlocuteur sont également importantes. Et donc, le principe de l'affirmation de soi, c'est exprimer le plus directement possible ce que je veux, ce que je pense et ce que je ressens, tout en étant à l'écoute de ce que l'autre veut, pense et ressent. Et donc, quand on est dans l'affirmation de soi, on cherche à éviter deux écueils. On cherche à éviter l'écueil des comportements passifs, dans lequel j'ai tendance plutôt à m'écraser. Je considère que je suis moins important que l'autre, je suis moins grand que l'autre. Et puis, au contraire, les échanges agressifs, où là, je vais plutôt avoir tendance à considérer que mes besoins, mes émotions, mes contraintes sont plus importantes que celles de mon interlocuteur. Donc, l'affirmation de soi, c'est
certes une question de technique, puisqu'il va y avoir quand même une manière de présenter le discours pour faire une demande, pour dire non, pour expliciter ses contraintes, pour exprimer ses émotions, pour aider l'autre à exprimer ses émotions. C'est une question de technique, mais c'est aussi une question de posture, d'équilibre de la relation. Alors, dans le cadre de la relation managériale, c'est une belle idée, parce que ça veut dire que malgré la relation hiérarchique, on considère qu'intrinsèquement, les deux acteurs de la relation ont la même valeur, hein, et que leurs besoins, leurs émotions ont la même valeur, indépendamment du fait qu'on soit inscrit dans une relation hiérarchique. Alors, là où on va sortir très fréquemment, et quand on entend les salariés, on le ressent assez vivement et assez intensément, là où on va sortir des échanges affirmés, c'est lorsqu'on va s'intéresser à la relation entre le salarié et le client. Et là, très souvent, ce que nous disent les salariés, c'est « le client est plus important que moi ». Et je n'ai pas forcément la capacité de m'exprimer face à lui. Et je suis face à un client. Là, on voit, ne serait-ce que visuellement, que les deux parties de la relation n'ont pas proportionnellement la même valeur, la même importance. Et ce que disent les salariés, bien souvent, c'est je suis dans une relation dans laquelle le client va imposer ses attentes, va imposer ses émotions, va imposer ses contraintes. Et moi, je suis dans une position où je dois absorber tout ça, mais je ne suis pas dans une position dans laquelle on est dans une relation équilibrée. Ce qui fait que ce qu'on va essayer de proposer et ce que Olivier va développer maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'exporter ces techniques d'affirmation de soi en dehors des murs de l'entreprise. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réussir à développer des échanges affirmés entre l'entreprise et son environnement, et notamment entre l'entreprise et le client. Comment est-ce qu'on peut essayer de développer l'idée d'entreprise affirmée? Alors, il y a plusieurs bénéfices à rechercher. Le premier point quand on parle d'affirmation de soi, c'est que l'affirmation de soi, ça a avant tout pour bénéfice d'aider la personne qui s'affirme à protéger sa santé. Hein. Le fait de m'exprimer, le fait d'exprimer mes contraintes, le fait d'exprimer mes émotions, le fait d'exprimer ma difficulté, ma satisfaction, ça permet d'exprimer donc mes émotions, et ça va protéger ma santé. Et notamment là, dans le cadre des relations clients, si on reprend ce que disait Laurent Roas tout à l'heure, Laurent disait on a des salariés qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de se reconnaître dans la manière dont ils exécutent leur travail, qui ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font. Et à l'heure actuelle, trop souvent, en tout cas c'est ce que nous disent les salariés, trop souvent on a des salariés qui nous disent moi je ne me reconnais pas dans les situations d'interaction avec les clients, parce que je ne peux pas être moi-même, parce que je ne peux pas m'exprimer suffisamment, et donc j'arrive pas à être authentique. Au passage, être authentique, c'est aussi une attente qu'on retrouve très fortement dans le travail de Laurent Garnier, qui dit, voilà, les clients, eux, ce qu'ils attendent, c'est aussi de l'authenticité. Ce qui fait que développer les échanges affirmés entre l'entreprise et son environnement, entre l'entreprise et le client, c'est d'une part une manière pour les salariés qui sont à l'interface de pouvoir protéger leur santé, mais c'est aussi une manière de répondre à de nouvelles attentes des clients. C'est une manière de réhumaniser la relation. Hein. C'est une manière de dire, voilà, on s'entretient d'humain à humain. Vous êtes important, je suis important, on est dans le cadre d'une relation. Le problème, c'est pas toi, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est ce qu'il y a de commun entre nous dans la relation qu'on est en train d'avoir en ce moment. Et on va essayer de voir comment on va pouvoir régler tout ça. Voilà. Alors, juste une remarque avant de passer la parole à Olivier, pour dire que ce que l'on ne peut pas attendre de cette notion d'affirmation de soi dans les relations clients, c'est éduquer le client, changer le client. Ça, c'est quelque chose que peut-être il pourra se passer d'ici quelques années si vraiment les entreprises sont très fortes là-dessus, mais en tout cas, ce n'est pas une attente que le salarié lui-même peut développer. Quand on travaille sur le sujet et qu'on rencontre des salariés qui s'assignent cette mission, moi je veux éduquer le client, je veux changer le client, mais c'est quelque chose auquel c'est une attente qui là pour le coup ne sera pas satisfaite. Donc l'affirmation de soi, le premier but, c'est pas d'obtenir ce qu'on veut, le premier but, c'est d'abord de s'exprimer et de protéger sa santé pour faire ça. J'avais dit que c'était mon dernier mot, mais maintenant ça le sera. L'entreprise affirmée, c'est donc des comportements à faire émerger. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que dans ce que disent les salariés, et vraisemblablement aussi dans ce qu'attendent les clients, c'est des éléments qu'on a croisés ce matin déjà à plusieurs reprises, dans les comportements à faire émerger en termes d'affirmation de soi vis-à-vis des clients, on va retrouver un certain nombre d'éléments, du coup là, qui ne sont pas étrangers. Ne s'engager que sur ce qu'on est en capacité de réaliser, rendre visibles les efforts consentis,
reconnaître ses erreurs, on en a parlé tout à l'heure, et accepter la dimension émotionnelle de l'échange verbal. Considérer que la dimension émotionnelle, c'est pas une espèce de sous-produit ou de déchet de la relation, mais ça fait partie intégrante de la relation et c'est quelque chose dont on peut et dont on doit parler. Et donc, la question par rapport à tout ça, et Olivier va revenir sur chacun de ces points séparément, c'est de se demander comment est-ce qu'on va réussir à faire émerger ces comportements, quels sont les principes d'organisation à réunir, les ingrédients à réunir pour que les salariés soient en capacité d'émettre ces comportements, soient en capacité de réussir à faire ça. On va voir, et vous allez vous rendre compte dans ce qu'Olivier va vous dire, que ce n'est pas uniquement une question de formation. Hein. C'est ça aussi un petit peu l'idée, c'est de dire que oui, effectivement, il y a des compétences relationnelles, oui, effectivement, il y a des techniques à acquérir, mais vraisemblablement, ce n'est pas uniquement une question de formation, et c'est aussi la question de comment est-ce qu'on aménage l'environnement des salariés pour qu'ils soient en capacité de faire ça. Merci Jérôme de me laisser la question la plus épineuse, puisque effectivement on sait d'expérience que c'est relativement facile de se mettre d'accord et de mettre des mots sur les comportements qu'on attend, sur les comportements qu'on juge souhaitables, et puis ensuite reste la question du comment on fait. Alors pour aborder cette question, effectivement, je vais reprendre un petit peu les items qui ont été listés par Jérôme, sachant que la liste qu'on vous a présentée n'est bien entendu pas exhaustive. De la même manière que mon discours ne sera pas exhaustif, que je ne ferai que esquisser des pistes d'action. Alors, si je m'attache aux deux premiers items, ne s'engager que sur ce qu'on est en capacité de réaliser et rendre visibles les efforts consentis, on peut se dire assez immédiatement qu'il y a un présupposé derrière ces comportements, que ce qu'il faut retrouver dans le contexte pour que ces comportements se développent, c'est qu'il y ait une connaissance à la fois chez les salariés, chez les clients, de ce qu'on est en capacité de réaliser, et puis une connaissance des efforts qui ont été consentis. Donc ça veut dire porter à la connaissance des uns et des autres un certain nombre d'éléments, et plus globalement, ça suppose d'expliciter la mécanique de production, de toutes les connaissances qui portent sur le fonctionnement de la chaîne de valeur, ou de la chaîne de production, ou des process, peu importe les termes qu'on utilise, que cette connaissance doit être portée à la connaissance des acteurs qu'on a cités. En premier lieu, à la connaissance des salariés. Alors Jérôme disait, il n'y a pas que la formation qui compte, mais de ce point de vue-là, la présentation de ce qu'est l'entreprise, de comment fonctionnent ces chaînes de valeur, de ce que font les autres maillons sur la chaîne de valeur, ça peut passer par la formation. Ça peut aussi passer par des programmes de type Vie ma vie. Donc Vie ma vie de gestionnaire de contentieux, Vie ma vie de téléconseiller, Vie ma vie de chargé d'affaires. Quel est l'intérêt de ces programmes en comparaison des formations ? Alors l'inconvénient de ces programmes, c'est qu'ils sont un tout petit peu plus coûteux, sans doute. Mais le gros avantage, c'est que, puisque là on a beaucoup parlé d'émotions, d'authenticité, c'est que ces programmes, en allant jouer le rôle, ne serait-ce que pendant un jour ou 2 jours, d'autres points qui sont sur d'autres fonctions qui sont sur la chaîne de valeur, ça permet d'éprouver leurs contraintes, de partager leurs émotions. Et ça va être assez fondamental, parce que ce qui marque véritablement les esprits et les corps, ce sont des souvenirs attachés à des émotions. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a porté à la connaissance des salariés ce qu'est la mécanique de production, ce qu'on peut faire avec et ce qu'on ne peut pas faire avec, à ce moment-là, ils sont en position de tenir un discours, soit par voie électronique, donc avec un service support qui va rédiger des messages qui vont bien, mais aussi et surtout lors de l'interaction, lors des interactions, lorsque le client va faire face, éventuellement par téléphone, mais on reste dans un face-à-face, il va être en mesure de dire « voici comment ça va se passer ». Je vais vous poser 2-3 questions aujourd'hui, ça va me permettre de vous envoyer un dossier adapté à votre demande, et puis on vous demandera de nous le renvoyer le plus vite possible, et grosso modo, votre demande sera traitée dans les 15 jours qui suivront la réception du dossier, sachant que ce dossier sera pris en charge à tel endroit, par un tel, etc. Et donc là, par ce biais, on va pouvoir porter à la connaissance des clients ce qui a été fait véritablement. Je voudrais maintenant revenir de façon un petit peu plus spécifique sur le premier item, ne s'engager que sur ce qu'on est en capacité de réaliser. Alors,
Cet item, ce comportement, ou la volonté de développer ce comportement, elle se heurte à un petit obstacle, enfin même à un gros obstacle, un obstacle énorme. C'est que le plus souvent dans la vie d'une organisation, on ne s'engage pas pour soi. Le plus souvent, on engage les autres ou les autres nous engagent. Ça veut dire que l'invitation à ne formuler que des promesses réalistes pose un problème d'action collective d'emblée. Elle ne peut pas faire l'objet d'une initiative individuelle. Et qu'on soit dans une logique multicanale ou qu'on soit dans une configuration où le rôle de vendeur est dissocié du rôle de livreur ou de producteur, on voit bien qu'il y a plusieurs points d'entrée, où il y a en tout cas plusieurs acteurs impliqués dans la réalisation de la promesse. Alors, comment peut-on faire pour tenir chaque point d'entrée pour responsable de ces promesses ? Bon, puisqu'il s'agit d'actions collectives, un premier prérequis est sans doute d'harmoniser les discours sur les promesses tenables. Bon, ça, c'est relativement accessible. Chose moins accessible consiste à consigner les engagements pris par les différents points d'entrée, par exemple dans un logiciel de gestion de la relation client. Ce point ajoute quelque chose, mais il garde quand même une limite, c'est que c'est difficile de tout consigner. C'est très difficile de tout consigner, il y a toujours des failles dans la traçabilité, puisque là, l'idée, c'est quand même de tracer les engagements. Quand je parlais de problème d'action collective tout à l'heure, le problème, il est que si on présente un discours homogène à tous les salariés, ça ne suffit pas à faire en sorte qu'ils tiennent le même discours. Exemple, imaginez que vous soyez dans le rôle de vendeur. Imaginez que, peu importe le secteur, hein, imaginez que vous soyez objectivé sur vos ventes, exclusivement sur vos ventes. Qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire ? À comprimer les devis, à sous-estimer les contraintes qui seront celles du producteur et du livreur, etc. Vous allez la jouer solo, d'une certaine manière. Hein, parce que la construction des indicateurs, ce par quoi on évalue votre comportement de vendeur, focalise l'attention sur l'acte de vente, peu importe le prix qui sera payé en aval. Donc là, troisième point, ça suppose d'objectiver les différentes fonctions autant que possible, non plus seulement, en l'occurrence, sur la vente, mais sur ce qui se passera par la suite, sur la capacité de tous à tenir les engagements. Donc là, il y a une ingénierie des indicateurs de performance et des systèmes d'information à faire pour tenir ce point. Ensuite, dans la liste, on a retrouvé des choses qui avaient déjà été évoquées par les Delaurent de façon très explicite, reconnaître ses erreurs, accepter la dimension émotionnelle de l'échange verbal. Au fond, ces deux items sont liés. Pourquoi ? Parce que pour s'autoriser à reconnaître ses erreurs, on a besoin de communiquer l'émotion qui va avec le fait d'avoir commis des erreurs. Faut qu'on soit autorisé à dire « je suis désolé », à exprimer son sentiment de culpabilité ou son sentiment de honte. Il peut être là à un tout petit degré, mais il est là quand même quand on fait une erreur ou quand on s'écarte d'une norme. Donc dans tous les cas, on en revient à la question de l'acceptation de la dimension émotionnelle des échanges. Et là, mais encore une fois, ça a déjà été évoqué plusieurs fois ce matin, pour que ces échanges puissent se tenir, pour que cette acceptation puisse être passée dans les faits, il faut un espace pour l'expression verbale des émotions. Plus que verbal, c'est peut-être oral. L'écrit est un moyen délicat, est un instrument délicat pour communiquer ses émotions. Pourquoi ? Parce que quand on utilise des mots, à moins d'être un génie de la langue, sinon on commet des maladresses. Quand on commet des maladresses à l'écrit, une fois qu'on a cliqué ou une fois qu'on a posté, c'est trop tard. L'oral, à l'inverse, offre deux possibilités. D'abord, offre la possibilité d'échanger des signaux au-delà des mots, même au téléphone. Hein, vous vous êtes dit déjà 10 000 fois qu'on voyait les gens sourire au téléphone. C'est le cas. Donc l'échange oral a une première propriété, c'est qu'il permet de capter des signaux qui vont au-delà des mots. Et puis deuxième chose, pour en revenir à la comparaison avec l'écrit, c'est qu'on peut commettre des maladresses, et puis
s'ajuster en continu en fonction de la réaction de l'autre, et donc corriger ses maladresses, nuancer son propos, dire un peu la même chose autrement. Donc en situation d'intensité émotionnelle, c'est important de privilégier l'oral. On a coutume de dire, quand on est très très haut dans l'émotion, quelle que soit l'émotion, évitons d'écrire un mail tout de suite. Si on est obligé de par mail, attendons que la sauce retombe. Parce que l'écran est très désinhibant dans la communication des émotions. Et puis deuxième chose, et ça encore, ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, c'est qu'il convient de poser des limites à la mécanisation des interactions. Puisque je reprends l'exemple, enfin je vais reprendre l'exemple utilisé par Laurent tout à l'heure, ça suppose qu'on ne scripte pas jusqu'à la dernière virgule le discours que doit tenir le salarié. Alors, j'ai bien entendu que derrière, cette condition supposait d'autres conditions, et j'espère qu'on aura l'occasion de recommencer, de poursuivre le débat en reprenant une question qui avait été posée ce matin sur « oui, mais comment on fait parce qu'on a beaucoup de CDD, etc. » Là, il y a des choix de stratégie à faire, on ne peut pas tout avoir, on y reviendra. Mais ça, c'est déterminant pour pour jeter les bases d'une entreprise affirmée, c'est-à-dire d'un équilibre dans lequel le client n'est pas roi. Et on sait combien il peut être insupportable. Il est aussi insupportable que l'enfant roi. Ça, c'est fondamental. L'espace pour la dimension émotionnelle des échanges. Donc voilà un petit aperçu de conditions organisationnelles, de conditions contextuelles qu'on peut réunir pour offrir un substrat favorable au développement des comportements que listait Jérôme. Et puis, avant de vous laisser, je voudrais juste ajouter un petit mot. C'est que ce qu'on a dit, c'est que pour que des comportements souhaitables se développent et se maintiennent dans le temps, il fallait un contexte. Mais il faut aussi que le contexte se maintienne dans le temps. Et pour ça, il faut des décisions qui tiennent dans le temps. Des décisions prises, en l'occurrence, plutôt par la haute hiérarchie et par les dirigeants. Donc c'est aussi vital et crucial que, à chaque jour qui passe, la haute hiérarchie et les dirigeants se souviennent de ce que c'est que d'être sur le front, mais se souviennent pas uniquement avec leur cortex, mais avec le reste du cerveau et avec leur corps. Et pour ça, il n'y a rien de tel que les envoyer régulièrement, éventuellement sans leur costume s'il le faut, de les envoyer régulièrement sur le front. Le front office, même en middle office, ce sera déjà bien si on y arrive. Voilà le dernier mot, la dernière invitation que nous souhaitions vous lancer. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis on va passer au débat.